Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. La France et les États-Unis, main dans la main, le vice-président américain Joe Biden à l'Élysée pour rendre hommage au courage et à la compétence des soldats français au Mali. Audition au Sénat à partir de demain sur le mariage gay, alors que le débat est brouillé à l'Assemblée nationale par la question de la procréation médicalement assistée. Invité du 19h, Jean-Pierre Michel, le rapporteur socialiste de cette réforme. Plus fort que Picasso, près de 785 000 visiteurs pour le maître américain Edward Hopper à Paris. Et nous évoquerons dans ce journal l'immense succès des expositions événements. Et nous verrons quelles sont celles qui se présentent à l'horizon. Une centaine d'imams réunis en ce moment même au mémorial de la Shoah à Drancy, en Seine-Saint-Denis, un lieu de mémoire qui rappelle l'horreur du sort réservé aux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. On veut montrer que l'islam n'a rien à voir avec la haine, commente Hassan Chalgoumi, l'imam de Drancy, qui avait accompagné une délégation de religieux musulmans en Israël. En novembre dernier, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, participe à ce rassemblement. Joe Biden témoigne donc en personne de son soutien, du soutien des États-Unis à la France. Le vice-président américain a rendu visite à François Hollande à l'Élysée aujourd'hui. On écoute. Au nom du président des États-Unis, nous vous félicitons pour votre action décisive et je dois aussi louer la compétence impressionnante des forces militaires françaises. Vous avez des forces armées très courageuses et très compétentes, comme je le disais à votre ministre de la Défense. Votre action décisive n'a pas seulement été dans l'intérêt de la France, mais clairement dans l'intérêt des États-Unis et de tout le monde. Joe Biden, qui par ailleurs a appelé l'Europe à partager le point de vue franco-américain, un coup de pouce à François Hollande, qui prononce demain un discours très attendu à Strasbourg, émission spéciale d'ailleurs sur Public Sénat dès 10h30. Les dirigeants français et américains sont convenus de maintenir la pression dans le nord du Mali, même si l'intervention devra devenir une opération de maintien de la paix, ont dit les deux dirigeants. Pour l'heure, les bases terroristes restent des cibles à détruire. Le point ce soir sur la situation avec Flora Sauvage. Dans le désert du Sahel, la chasse à l'homme est lancée. Après la reconquête des grandes villes du nord du Mali, l'heure est maintenant à la deuxième phase de l'opération Serval, empêcher les islamistes de se réorganiser. Depuis le week-end, d'intenses frappes aériennes sont menées dans la région de Kidal, au nord-est du pays. Les rebelles Touaregs du nord du Mali ont dit avoir capturé 2 chefs islamistes qui fuyaient les bombardements de l'aviation française près de la frontière algérienne. Mohamed Moussa Ag Mohamed était responsable de l'application de la charia à Tombouctou. L'autre captif, Oumeni Ould Baba Ahmed, serait responsable de l'enlèvement d'un otage français revendiqué à l'époque par le mouvement national de libération de l'Azawad. C'est dans la région de Kidal qu'une grande partie des djihadistes se sont réfugiés. C'est aussi dans cette zone que sont sans doute détenus, selon Paris, 7 otages français enlevés en 2011 et 2012 par des islamistes. Des forces spéciales sont actuellement en train de se redéployer dans le massif des Ifoga. Lors de sa visite au Mali samedi, François Hollande a affirmé que le moment était venu de libérer les otages. Après 3 semaines de bombardement, les otages constituent une monnaie d'échange précieuse pour les islamistes qui les détiennent. Vincent Peillon, confronté à la gronde des enseignants, il s'apprête à lâcher une prime de 400 € annuelle aux instituteurs. Nouvelles informations de presse, Le Monde ce soir, après les Échos, il y a quelques jours, sur une revalorisation des traitements au moment donc où le ministre de l'Éducation nationale, qui reçoit ce soir les syndicats, a le plus grand mal à susciter l'adhésion sur la réforme des rythmes scolaires. Le PS se mobilise pour lui en diffusant à 2 millions d'exemplaires un tract vantant la loi de refondation de l'école. L'urgentiste Patrick Pelloux demande une enquête parlementaire alors que 3 enquêtes ont déjà été déclenchées, dont une du parquet, pour comprendre comment le drame est survenu à la maternité de Port-Royal à Paris, un établissement de pointe dans les grossesses difficiles, mais qui a renvoyé chez elle une future mère qui allait perdre du coup son enfant in utero. Nathalie Guillouard. Loin d'être dans un désert médical, la maternité de Port-Royal, située au cœur de Paris, est très réputée et pourtant, un bébé est décédé in utero vendredi. Arrivée au terme de sa grossesse, la patiente s'était présentée la veille à la maternité, mais faute de lit dans le service, le personnel l'aurait renvoyée chez elle. Pour ce syndicaliste, la maternité est saturée. On a perdu un certain nombre de lits, on a perdu un certain nombre d'effectifs au long cours. La maternité, qui est une maternité toute neuve maintenant,
dans son projet initial, devait accueillir qu'une maternité. Maintenant, on accueille de l'urologie qui vient de l'Hôtel-Dieu. Donc l'hôpital est en train de se transformer. Dans cette affaire, on dénonce aussi la classification des maternités en 3 types. Autrement dit, celle qui va de la prise en charge des grossesses normales à celle à haut risque. Une situation qui peut expliquer l'engorgement aujourd'hui dans les maternités. Celle de Cochin-Port-Royal a enregistré 5000 naissances en 2012. Il est vrai que quand on monopolise des unités de soins et des techniques pour toutes les femmes, celles qui en ont réellement besoin sont peut-être moins bien accompagnées et surveillées, et donc des accidents peuvent survenir. Patrick Houssel, le directeur du groupe hospitalier Cochin-Port-Royal, estime pour le moment qu'il faut rester prudent dans l'explication des faits. Une triple enquête médicale, administrative et judiciaire est lancée pour éclaircir les circonstances de ce décès. Et une deuxième plainte est annoncée ce soir par l'avocate d'une jeune femme dont le bébé était mort, également in utero, à la maternité de Port-Royal. Ça s'est passé en 2011 et la sage-femme l'aurait renvoyée chez elle selon un scénario donc qui semble s'être reproduit. J-1 avant le défilé des partisans et des opposants au mariage pour tous au Sénat. La commission des lois lance donc demain ses consultations alors que les députés ont repris en fin d'après-midi les débats à l'issue d'un week-end homérique, 22 heures de séance non-stop et une cacophonie gouvernementale sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Sandra Cerquera. Après le couac de ce week-end, difficile de savoir quand le projet d'ouverture de la PMA aux couples homosexuels sera réellement étudié. Pour la droite, cet énième cafouillage souligne le manque de cohérence du gouvernement. Je crois qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur beaucoup de choses, sur les 75%, sur beaucoup de trucs au sein du PS. Manifestement, il y a une complicité entre le président de la République et son Premier ministre pour jouer au tango, pour faire un tango. Initialement, la PMA devait être incluse dans le projet de loi sur la famille et étudiée en mars prochain en Conseil des ministres. Mais le gouvernement veut attendre l'avis du comité d'éthique, prévu dans 6 mois, mais qui n'est que consultatif. Un flou qui agace même à gauche. Certains doutent désormais des intentions du gouvernement. Pour cette sénatrice écologiste, aucun doute, la PMA est enterrée. Ça m'étonnerait que politiquement, le gouvernement se lance dans de 10-11 mois dans un nouveau débat, une nouvelle polémique, de nouvelles discussions. La PMA aurait dû passer directement, aurait dû être incluse dans cette loi. Alors qu'à l'Assemblée, les députés socialistes sont majoritairement favorables à la PMA, ce n'est pas le cas au Sénat, où la moitié des PS sont contre. Voilà qui ne devrait pas aider à la clarté du débat. Le pantalon pour tous, ça n'a rien à voir avec le sujet précédent, mais les Parisiennes peuvent officiellement porter un pantalon, même si elles ne tiennent pas un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. En effet, en réponse au sénateur UMP Alain Houpert, qui s'était inquiété d'un vieux texte de 1800 toujours pas aboli, le ministère des Droits des Femmes a souligné aujourd'hui que l'interdiction du pantalon n'avait plus aucune valeur juridique, elle n'a plus qu'une valeur d'archive. Bonsoir Jean-Pierre Michel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste de la Haute-Saône et vous êtes le rapporteur, je le disais tout à l'heure, de ce projet de loi si âprement débattu, ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. C'est un combat que vous vous apprêtez à mener, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit, mais qui doit, chez vous, j'imagine, en rappeler un autre. Oui, ça me rappelle le combat pour le Pacs, dont j'étais le rapporteur à l'Assemblée nationale il y a 15 ans. Et en suivant les débats à la télévision, à l'Assemblée, je vois un peu se reproduire les mêmes scènes. Vous dites que rien n'a changé depuis, dans les clivages? Je me dis, les clivages sont toujours les mêmes, et je plains vraiment les gens de droite qui feront comme pour le Pacs. C'est-à-dire que quand le mariage sera adopté, parce qu'il sera adopté, on ne pourra plus revenir en arrière, et ils diront qu'ils regrettent d'avoir été aussi opposants, comme on l'a dit pour le Pacs, puisque quelques mois après l'adoption du Pacs, tout le monde regrettait ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale. Je pense que pour le mariage, ça sera la même chose. Mais la droite, aujourd'hui, estime qu'on lui a menti à l'époque de la création du Pacs, car il devait, était-il affirmé, ne pas ouvrir la voie au mariage. Est-ce que c'était vrai? C'était censé être la solution et la seule solution à l'union de deux personnes de même sexe? Au moment du Pacs, on ne parlait pas de mariage encore pour tous. D'ailleurs, les associations, seules certaines, évoquaient la question du bout des lèvres. On parlait du Pacs, c'est-à-dire la possibilité pour deux personnes d'avoir un lien juridique qu'elles ne pouvaient pas qu'elle ne voulait pas avoir, pour les gens divorcés ou hétéros, etc. Et puis la possibilité pour ces passés d'adopter. Oui, cette question a été posée à ce moment-là.
et elle a été exclue, puisque le pacte ne comporte pas la possibilité d'adoption. Est-ce que cette revendication du mariage est revenue, à travers ce désir d'adoption, ou est-ce que c'est un changement générationnel, de nouvelles aspirations pour vous? Elle est revenue vers les années 2005-2007. C'est là que le Parti socialiste a déposé une nouvelle proposition de loi sur l'ouverture du mariage et sur l'adoption pour tous les couples. Mais ça, l'adoption est possible pour les couples mariés, donc elle sera possible pour tous les couples. Redoutez-vous que la nature des débats au Sénat soit de même nature qu'à l'Assemblée nationale? Non, je crois que d'abord le débat aura eu une première lecture à l'Assemblée, donc beaucoup de choses auront été dites, et puis il y aura eu un vote majoritaire. Donc les sénateurs qui sont plus sages et sûrement moins turbulents que les députés de l'Assemblée nationale, je pense, mèneront un débat beaucoup plus apaisé. Pas d'obstruction à craindre, de séance à rallonge. Ils feront connaître leur point de vue, ce qui est tout à fait normal. On verra. Moi, je Comment vous vous préparez, vous? Je me prépare normalement, c'est-à-dire que je regarde les débats de l'Assemblée, j'ai des discussions avec mon administrateur, avec mon assistant, avec les coordinateurs du groupe. À partir de demain, nous commençons une série d'auditions qui durera tout le mois de février pendant 3 demi-journées par semaine. Est-ce que tout n'a pas déjà été dit de chaque côté? Alors, tout a été dit. D'ailleurs, un certain nombre de personnes que nous avions voulu auditer ont dit non, écoutez, on a été entendu 30 fois, on ne veut plus venir. Bon. Mais je pense que les sénateurs ont le droit d'avoir une audition. D'ailleurs, ces auditions sont publiques. On a voulu avec Jean-Pierre Sueur qu'elles soient publiques. Donc, vous y serez présents. La chaîne Public Sénat, je le sais puisqu'on s'est déjà réunis avec vos représentants. Tous les sénateurs pourront y assister et avec leurs collaborateurs, avec leurs assistants. L'Église s'est plainte de ne pas avoir été suffisamment traitée avec égard par les députés. Est-ce que vous allez corriger le tir s'il le faut? Alors le tir sera corrigé. Ah, il sera corrigé. Il sera corrigé puisque les églises se sont plaintes d'avoir été entendues dans une espèce de table ronde. Voilà. Or, en tir groupé, on va dire. Or, vous voyez que nos auditions, ce sont des auditions individuelles pour la plupart. Donc les membres des cultes seront entendus séparément, 1 heure chacun. Bien. En tous les cas, aujourd'hui, le Vatican a encore fait connaître ses réserves aujourd'hui par la voix de Monseigneur Paglia, qui juge, je le cite, que le génome de la famille ne peut être perdu. Le génome, pour lui, c'est d'être formé par un homme et par une femme. Écoutez, on verra ce que nous diront les églises. Le mariage, c'est le mariage civil. Ce n'est pas le mariage religieux. Donc cette ouverture du mariage n'enlève rien au mariage civil d'ailleurs, et il n'enlève rien au mariage religieux. Si les églises ne veulent pas ensuite marier les gens dans leurs différents cultes, eh bien elles feront preuve de discrimination. En tous les cas, vous êtes un peu la cible de l'Église française, Jean-Pierre Michel, puisque Monseigneur 23 a bien noté que vous étiez, vous, personnellement, favorable à la procréation médicalement assistée et même à la gestation pour autrui, c'est-à-dire pour les mères porteuses. J'y suis personnellement favorable. Vous êtes mal noté, du coup. D'ailleurs, la GPA a fait l'objet en 2008 au Sénat d'un groupe de travail et de 2 propositions de loi déposées par l'UMP avec Alain Millon et par les socialistes. Donc la question a été posée. Et à l'époque, on va le voir d'ailleurs, 63 sénateurs de toute tendance avaient exprimé leur accord. Mais attention, Jean-Pierre Michel, c'était pour les cas d'infertilité dans les couples hétérosexuels. Tout à fait. Mais la question a été posée. Or, il faut bien voir, on peut être pour, on peut être contre. Sauf qu'il y a des progrès de la médecine et de la science. Bon, est-ce qu'il faut arrêter les chercheurs? On n'a jamais pensé les arrêter. Ils ont trouvé des moyens de procréation autres que de la procréation naturelle ou par l'adoption. Bon, cette procréation se fait en France, dans des conditions déplorables au point de vue de sécurité sanitaire. Elle se fait à l'étranger, en Belgique, en Ukraine, partout ailleurs. Surtout à l'étranger. Surtout à l'étranger, mais aussi en France. Je peux en témoigner. Bon. Et donc, je pense qu'il faut légaliser, encadrer, prévoir des règles pour ne pas qu'on fasse n'importe quoi, que ça peut prendre un peu de temps, ça ne me gêne pas, que ça vienne à l'automne et que le comité national d'éthique fasse connaître son avis là-dessus. Ça ne me gêne absolument pas, mais je pense qu'on y viendra parce que c'est absolument dans la logique des choses et de l'avancée de la science, c'est tout. Voilà. Très bien. Et du désir des femmes. Et du désir de certaines femmes, pas seulement d'ailleurs. Mais à droite, on dit qu'il ne faut pas forcément écouter les désirs, il faut tenir compte de l'enfant d'abord. Il ne faut pas écouter les désirs. C'est ça l'argument. Il y a des femmes, oui mais enfin, on a dépassé ce stade. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont paxées, qui sont mères célibataires, et qui veulent avoir un enfant toutes seules. D'ailleurs, la chanson le disait. Alors comment elles font? Bon, est-ce qu'elles vont coucher avec 4 types, et pour ne pas dire qui est le père?
Ou bien est-ce qu'ils pourront avoir accès aux techniques médicales? Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de leur interdire. Alors on dit que Avec des conditions, avec des autorisations, avec peut-être l'autorisation d'un magistrat, je n'en sais rien, tout ça est à discuter. Mais en tout cas, il faut l'encadrer. Sur la PMA, dit-on, on l'a dit d'ailleurs dans le sujet, le groupe socialiste est divisé. D'ailleurs, le groupe socialiste au Sénat est divisé comme tout le monde. La question n'a pas été évoquée, sauf dans les couloirs, où je sais que tous les parlementaires qui m'ont parlé du mariage pour tous m'ont dit « Écoute Jean-Pierre, sur le mariage et l'adoption, on est pour. De toute façon, c'est un engagement présidentiel. Sur le reste... » Sur ce point-là, oui. Sur l'autre, non. Sur le reste, ça mérite discussion et il faudrait quand même pas que ça vienne polluer le texte. Moi, je considère qu'à l'Assemblée a été voté l'article 1er du texte. C'est une victoire du progrès. Voilà. Et donc, il faut valoriser cette victoire du progrès. D'accord. Mais sur la PMA, est-ce que les intentions du gouvernement vous semblent claires à vous? Elle ne me semble pas claire parce que le Premier ministre n'a pas fait preuve d'assez d'autorité. Et je ne comprends pas. Sur sa ministre? Je le dis, que certains ministres et que certains membres du socialiste éminent avant la loi aient fait connaître qu'ils étaient pour la PMA. Alors qu'on savait très bien... Là, vous visez la ministre de la Famille. Mais ce n'était pas dans le texte. Oui. Bon, ce n'est pas dans le texte. Donc quand on est ministre, on ferme sa gueule ou on s'en va. C'est ce qu'avait dit Jean-Pierre Chevènement. Voilà. donc vous êtes resté proche. Donc je suis resté proche. Toute dernière question. Sur ce point-là, en tous les cas. Jean-Pierre Michel, on sait que le Sénat est devenu la chambre d'une majorité introuvable. Hein. On le voit avec les oppositions répétées des communistes notamment. Là, au moins, vous êtes assuré d'avoir un vote pour le mariage. Alors, on est assuré de rien. Non. On n'est jamais assuré de rien. J'espère, et j'espère fortement qu'on retrouvera sur ce texte une majorité de gauche au Sénat, un peu élargie d'ailleurs, car certains sénateurs de l'UMP et centristes ont déjà fait connaître qu'ils voteraient pour ou qu'ils s'abtiendraient. Merci beaucoup. On va suivre effectivement tous ces débats, très attentivement bien sûr, sur Public Sénat. Tout autre sujet maintenant. Les grandes expositions pour tous et le plus grand nombre. À Paris, plus de 784 000 visiteurs ont défilé au Grand Palais pour admirer la rétrospective exceptionnelle, c'est vrai, de l'Américain Edward Hopper, beaucoup plus que prévu. Camilla Campusano s'est intéressée au triomphe des grandes expos. On en parle tout de suite après avec nos invités. Une file interminable, plus de 4 heures d'attente, de quoi être découragé. Mais les tableaux de Hopper ont tout de même attiré plus de 780 000 visiteurs. On est là depuis 11 heures du matin. Il est 14 heures maintenant. Ça fait quand même une longue attente. Je suis assez patiente, mais je pense que je ne vais pas faire 5 heures d'attente. Des scènes de l'Amérique des années 30 qui ont séduit. Une exposition grand public, mais aussi un nom. Une formule qui fonctionne. D'ailleurs, le centre Pompidou comptabilise les 7000 entrées par jour avec sa valeur sûre, Salvador Dali. Ces expositions blockbuster gagnent du terrain depuis plusieurs années. Alors c'est vrai que depuis la seconde moitié du XXe siècle, on a voulu casser cette image de musée austère et de musée élitiste et que d'une certaine manière on y est parvenu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le musée est un lieu où on va beaucoup plus facilement. Résultat, de plus en plus de monde dans les musées. Les amateurs d'art ont constaté la différence. Les prix ne sont plus les mêmes, la publicité se fait aussi plus large pour attirer plus de public. Moi, je pense que maintenant ça commence à se démocratiser, c'est bien. C'est une belle évolution et un intérêt dans ce monde qui n'est pas tous les jours très rose. Un succès croissant donc. D'ailleurs 2012 a même été consacré année record. Deux invités, donc Laurent Salomé, bonsoir. Vous êtes directeur à la Réunion des musées nationaux et qui a organisé cet événement extraordinaire. Avec nous également Guy Boyer. Vous êtes le directeur de la revue Connaissance des Arts. Merci d'être avec nous. Alors donc ce record, comment on peut le situer ? Dans les tout premiers de l'histoire récente, puisque l'exposition Monet, évidemment, est un peu hors concours. Monet, c'est le peintre universel. On avait eu plus de 900 000 visiteurs. Mais on était déjà très serré au Grand Palais, encore plus. Oui. Là, on n'était pas si serré, parce que les salles étaient grandes, mais on n'est pas très loin de 800 000 visiteurs pour Hopper, ce qui est assez incroyable. Alors donc, c'est moins que Monet en 2011, c'est plus que Picasso en 2009. Oui, c'est ça, un petit peu plus, juste un peu plus que Picasso et les maîtres. Est-ce que vous avez été surpris par cette affluence ?
On s'y attendait un peu, on l'avait espéré, mais c'est vrai que Hopper n'est pas bien du anticipé. tout. Oui, mais quand on pense à Monet et Picasso, qui sont parmi les plus célèbres peintres de l'histoire de l'art, Hopper c'est tout autre chose, c'est une découverte complète. Alors on l'a peut-être toujours eu dans sa chambre d'étudiant en poster, on en a entendu parler, on sait un petit peu qui est Hopper, mais en fait on n'en savait quand même pas beaucoup, et c'est formidable de se dire qu'un artiste comme ça peut aussi attirer autant de... Guy Boyer, non, vous n'étiez pas surpris, vous Pas du tout, non. Quand on voit tous les romans qui existent avec des couvertures Hopper, on voit bien que c'est un artiste qui nous parle à nous d'aujourd'hui, 21e siècle. On voit bien, on parle d'une certaine Amérique. D'une certaine Amérique, de la solitude, de la difficulté de vivre. Donc c'est vraiment quelque chose, enfin c'est un artiste qui nous titille, qui nous aguiche aussi par ses œuvres, par ses compositions complètement cinématographiques. Et tout en étant un artiste du 20e siècle, on se sent très proche de lui encore aujourd'hui. Succès évident, et effectivement, le public était au rendez-vous. Le public essentiellement français ou beaucoup d'étrangers? Comment ça se répartit? Non, au Grand Palais, on a très peu de touristes étrangers. C'est une caractéristique des grandes expositions du Grand Palais. Les touristes ont des choses à voir au Louvre, dans les grands musées. Et c'est vraiment un public français, partagé d'ailleurs entre Parisiens et provinciaux à part égale. Quel est le plus dur dans l'organisation d'une telle exposition? Vous n'étiez pas seul à la RMN, hein? Non, bien sûr. Alors, comment ça se passe? Le plus difficile, c'est d'obtenir les prêts d'œuvres qui sont quand même parmi les joyaux des musées qui les conservent, et des collectionneurs privés qui ont été très nombreux aussi à participer à l'exposition. Combien d'interlocuteurs dans ce cas-là il faut convaincre dans le cas d'espèces là? Il y a une bonne centaine d'interlocuteurs, et des très faciles, de très gentils, et des plus compliqués, de plus secrets aussi, et puis des musées qui ont accepté de prêter énormément d'œuvres, comme le Whitney Museum de New York qui conserve la plus grande collection d'œuvres de Hopper. Mais vos arguments, c'est quoi dans ce cas-là? C'est l'idée de rassembler une rétrospective comme on ne l'a jamais fait? Voilà, c'est ça. Il y a même un tableau très célèbre du musée de Chicago qui est venu au Grand Palais alors qu'il n'est en principe jamais prêté, les fameux Night Hawks, et c'est vraiment pour nos collègues de Chicago l'idée qu'au Grand Palais allait avoir lieu l'exposition ultime sur Hopper. C'est l'art dans l'art, ça, alors Guy Boyer, il faut savoir convaincre. Exactement, et surtout là, la grande difficulté pour Hopper, c'est que la majorité des tableaux sont aux États-Unis. Nous n'en avons pratiquement pas, ou nous n'en avons pas dans les collections nationales, donc il faut tout faire venir. Et le succès vient probablement de là. Vous vous rappelez quand il y avait eu l'exposition Barnes, la célèbre collection du Dr Barnes de Philadelphie, tout le monde était venu parce qu'on savait que c'était la seule fois qu'on pouvait voir les trésors venus spécialement des États-Unis. Là, c'est la même chose, il faut aller aux États-Unis pour voir des Hopper, sinon absence dans les collections. Alors, ça coûte cher, j'imagine. Qu'est-ce qui coûte cher? Est-ce que les prêts sont gratuits ou il faut payer? Les prêts sont en principe gratuits. Il y a quelques vilains qui commencent à faire payer quelques petits droits de prêt, mais en principe c'est gratuit. Ce qui coûte cher, c'est le transport et l'assurance. Et les assurances, bien sûr. Et ça rapporte? Ça rapporte plus ou moins. En fait, mais les expositions à grand succès... Ça a dû rapporter gros quand même, hein, parce que si on multiplie le nombre de visiteurs par le prix d'entrée, c'était quoi, 11 euros. Mais les grandes expositions comme celle-là font plus que l'équilibre, et puis le catalogue c'est très bien vendu, ces choses-là comptent aussi. Mais dans l'ensemble... C'est une réussite commerciale aussi. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr qu'on fait la multiplication. Oui, bien sûr. Parce plus à l'aise. C'est vrai que c'est amusant, parce qu'en fait ce sont des expositions qui rapportent beaucoup d'argent. Mais pour une exposition qui marche, combien ne trouvent pas leur public ? Et je pense que la question en ce moment qui se pose à Paris, c'est la surenchère d'expositions. Il y a de plus en plus d'expositions, et des expositions qui ne rencontrent pas leur public, faute de marketing, faute d'un grand nom accrocheur, et de temps en temps, il faut bien qu'une exposition marche pour pouvoir payer les frais occasionnés par les autres. Je pense que c'est quand même un équilibre que les institutions doivent avoir en tête. C'est-à-dire, Laurent Salomé, là que vous avez rempli vos caisses pour quelques années, vous pourrez éventuellement connaître des échecs Non, alors d'abord, il n'y a pas que les échecs. Quand Guy parle des expositions qui ne rencontrent pas leur public, il y a des sujets qui ne pourront pas attirer autant de visiteurs, mais qu'il faut faire. Des artistes très importants qu'il faut montrer, et on sait que ça va coûter de l'argent, que le solde de l'exposition sera déficitaire. Celles qui sont déjà à votre programme, vous pouvez les citer. Dans le programme, on essaie d'obtenir un équilibre, finalement, année par année, entre les expositions plus faciles ou plus porteuses et puis des expositions plus audacieuses. Et on ne sait pas en général à l'avance ce qui va se passer exactement. Mais pour un Hopper, nous avons 2 ou 3 projets beaucoup plus risqués. On fait une grande exposition en 2014 sur l'empereur Auguste avec le Louvre, qui va être une exposition extraordinaire, mais très chère, très compliquée à monter et qui probablement va plutôt perdre un petit peu d'argent. Mais ça, le mot de marketing associé par mon confrère à ce genre d'exposition ne vous gêne pas?
Le marketing, on est obligé d'en faire un petit peu. Ce n'est pas gênant, non, de le dire, mais ça n'est qu'une technique. Et en fait, notre métier va quand même au-delà. Le but n'est pas de gagner de l'argent, évidemment, pour un établissement public. C'est d'assurer le meilleur service possible. Et pour pouvoir présenter une grande variété d'expositions, il en faut certaines qui gagnent un peu d'argent parce qu'elles ont beaucoup de visiteurs. Ce que l'on sait aujourd'hui globalement, quand on regarde les résultats, les expositions de peinture marchent à coup sûr, les expos de la Renaissance, des impressionnistes et quelques modernes. Donc en fait, il faut un grand nom pour faire un succès. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi trouver l'angle d'attaque. C'est exactement comme des journalistes. Lorsqu'on fait un sujet, on doit trouver un angle, une thématique. Et certaines expositions de ces grands domaines qui devraient normalement être couronnés de succès ne rencontrent pas de succès parce qu'on n'a pas su les angler. On n'a pas su trouver comment faire venir le grand public. Il faut trouver des adjectifs, il faut trouver des mots qualificatifs qui vont donner de l'appétit aux visiteurs. Là, c'est facile, Hopper parle de lui-même, mais lorsqu'on a une exposition comme récemment dans ces lieux ici, Cima da Conegliano, qui était un artiste de la Renaissance italienne, quel était le qualificatif? Qu'est-ce qui va faire venir le public? Et effectivement, la difficulté, c'est de trouver le bon angle. Alors certains peuvent critiquer ce genre d'exposition, ces transhumances culturelles, certains esprits chagrins qui ne sont jamais satisfaits, disent oui, mais alors on déplace les gens en foule, mais est-ce qu'ils ont le temps même d'apprécier l'art? Ce sont des questions que vous vous posez? Oui, on se les pose et moi je détesterais faire ce genre de choses simplement pour organiser des transhumances où on ne voit rien. Une exposition comme Hopper, c'était pas du tout l'atmosphère. On avait un espace tout à fait agréable, pas de bousculade, contrairement aux clichés qu'on a souvent, on n'était pas obligé de regarder au-dessus de l'épaule de son voisin. Ce sont des expositions où l'émotion passe, c'était très palpable et encore là, dernièrement dans le marathon final avec jour et nuit enchaînés, il y avait des sourires, une émotion parce que ce peintre, il a quelque chose de mélancolique, comme le disait Guy, mais c'est une fausse mélancolie. Il y a une petite pointe de gaieté, de distance, qui fait que c'est un peintre fondamentalement sympathique. C'est une des raisons du succès. Quelle est l'exposition que vous aimeriez, que vous rêvez là d'organiser? Ah, mais des rêves d'exposition, on en a beaucoup, on a des tiroirs pleins et malheureusement il y a très peu de créneaux chaque année pour faire des expositions. Mais on fait par exemple dans l'année 2013 aussi bien des grands sujets d'art moderne et contemporain que des sujets plus historiques. On a 2 grands maîtres qui arrivent pour l'automne prochain, Braque et Vallotton. Et puis au printemps une exposition d'art lumino-cinétique, un siècle de lumière et de mouvement dans l'art. Donc là on est dans l'expérimentation complète. Ce sera une exposition de 4000 m², ce qu'on n'a jamais fait au Grand Palais. Vous voyez à quel délai comme cela dans votre programmation? En principe, on programme à 3-4 ans. 3-4 ans. Quelquefois un peu plus vite quand les circonstances l'obligent, mais il faut 3 ou 4 ans, voire plus, pour organiser une grande exposition avec un contenu scientifique et une nouveauté. Un mot, Guy Boyer, pour terminer sur les magazines d'art, et puis vous êtes nombreux aussi sur le créneau. Nous sommes nombreux, mais en l'occurrence... Connaissance des arts, Beaux-Arts, nous allons plutôt bien. Art Magazine. L'idée, c'est quand même de s'accrocher. Bien bien sûr, puisque nos lecteurs, on le sait, sont en province, beaucoup. Nous, on a 2/3 de nos lecteurs qui sont en province, et ils viennent à Paris pour voir ces expositions dont tout le monde parle. Donc on a besoin, si vous voulez, de leur donner des clés de lecture. Alors que ce soit les expositions du Grand Palais, mais aussi toutes ces expositions qui sont dans des lieux privés, tels que la Pinacothèque, le musée Mayol, le musée Jacques Marandré. Tout le monde surenchérit d'expositions. À nous de présenter au mieux au public et de leur donner quelques conseils aussi pour éviter les files d'attente, arriver tous au même moment et profiter plus largement de ces expositions pendant toute la durée et non pas les 3 derniers jours comme on a pu le voir pour Hopper. Bien sûr. Ah bah, beaucoup de gens ont voulu se rattraper et ils ont eu raison parce que c'était effectivement une expo à ne pas rater. On était très heureux d'évoquer avec vous cet engouement donc, du public pour ces grandes expositions. Bravo à la réunion des musées nationaux. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. Demain, je vous retrouve dès 18h avec Preuve par 3. Notre invité sera Gérard Collomb, le sénateur maire socialiste de Lyon, toujours franc-tireur de la majorité. Je pense qu'il nous le démontrera. Tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, Agora 2.0, la politique vue du net. Bonsoir. Mais je pense à cette jeunesse. Sans l'usine... Laurent, c'est quoi? C'était les derniers hauts fourneaux de Lorraine. Vous allez nous faire croire à nous que connaissant M. Mittal et sa stratégie, qui va garder les outils arrêtés pendant 18 mois. À Florange, des hommes font face aux géants de l'acier Mittal et vont devenir le symbole de la résistance ouvrière. On leur a donné le pouvoir, on leur demande de l'exercer.
Christian Thiel a filmé leur lutte au quotidien, une tragédie sociale à hauteur d'homme. Ceux qui étaient censés nous aider sont en train de nous assassiner. On a été trahis. Florange, l'acier trompé, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.